Bonjour et bienvenue. Je suis Inès et vous écoutez Chamoisine. Après nous avoir raconté leur parcours du BTS au master, Quentin et Romain nous partagent leurs avis sur différents sujets comme le travail en cabinet, l'importance du master ou non dans sa poursuite professionnelle ou encore le travail en libéral pour un opto. Je vous laisse tout de suite avec la partie 2. Et au final, on a choisi la Martinique parce qu'on avait un couple d'amis qui étaient sur place et nos boulots étaient dans la même société, donc c'était pratique pour l'organisation. Et du coup là, concrètement, les postes recherchés, c'était des postes d'opto. Oui, on voulait surtout pas vendre de lunettes en fait, parce qu'on avait déjà vendu assez avant, on avait un master en poche et on voulait avoir des responsabilités en termes de prise en charge visuelle, donc développer l'opto et la contacto. Et donc on a intégré un groupe d'opticiens qui avait une salle bien équipée et qui voulait vraiment développer la contacto et prendre en charge surtout les kératocones de Lille, puisque là-bas il y en a beaucoup. Des stades un peu avancés du coup. Et des fois des stades hyper avancés, jamais pris en charge, jamais diagnostiqués. Donc on s'est retrouvé à diagnostiquer des kératocones alors que c'était pas du tout notre boulot et les envoyer chez des personnes puisque les ophtalmos ne pouvaient pas les recevoir de toute façon. Donc il fallait équiper en lentilles, il fallait travailler avec le médecin généraliste, s'adapter à la vie de Lille quoi. Et c'était une expérience super cool en contactologie. Oui, du coup, tu étais dans un groupement d'opticiens. Ouais. Tu travaillais pas pour un opta. Ouais. Et en fait, sur l'île, il manque beaucoup d'ophtalmos. Et le peu d'ophtalmos qu'il y a là-bas, ce sont des ophtalmologistes étrangers qui ont déjà la culture de l'optométrie et qui ont l'habitude de travailler avec des optométristes, de délégués. Et pour la petite histoire, moi, il y a 2 ophtalmologistes qui se sont présentés au magasin, alors que ça faisait juste quelques mois que j'y étais, et qui m'ont dit je vous embauche. Ils cherchaient du personnel, ils cherchaient des gens avec qui travailler. Donc c'est quand même un truc de fou d'avoir un ophtalmo qui vient et qui dit j'ai entendu parler de vous, je voudrais que vous veniez au cabinet quoi. Donc ça c'était assez balèze, chose qu'on ne verra jamais en métropole. Donc pour ça je peux que inciter les optométristes à faire une expérience dans les dom-toms quoi, puisqu'il y a forcément des choses à apprendre et à vivre qui sont fortes. Et niveau pathos, oui, comme tu dis, du coup tu vois en plus plein de pathos assez intéressantes, assez sympas quoi. Ouais. En plus il y a une grosse culture du sucre là-bas. Il y a beaucoup de diabète. Diabète, hypertension, c'est d'office quasiment quoi, pour les plus de 50 ans. Donc voilà, les fonds d'œil, j'ai un peu bossé mes pathologies puisque les analyses de fonds d'œil se faisaient sur le tas. Donc du coup, vraiment, expérience que tu valides quoi. Ah mais complètement. Je me suis retrouvé au bout de 6 mois à commencer à faire du libéral pour un ophtalmo, une journée par semaine pour faire sa contactologie, puisqu'il y avait beaucoup de kératocones et ils voulaient déléguer. Et donc j'ai ouvert un compte URSAF, j'avais jamais fait ça avant, je me faisais payer à l'heure et puis j'avais négocié chez l'opticien chez qui je travaillais de faire moins d'heures, ou en tout cas de travailler une journée de moins par semaine pour travailler au cabinet. Et puis je me suis retrouvé à faire un CDD de 6 mois à temps plein au cabinet à la fin de mes 2 ans sur l'île, voilà pour conclure cette belle aventure. Mais oui, on savait que c'était des postes où il y avait besoin de toute façon de former les opticiens aussi, puisque là-bas il n'y a pas d'école d'optique, il y en a une seule en Guadeloupe, mais qui a un taux de réussite de quelques pourcents, je crois qu'il y en a 2 ou 3 diplômés par an. Donc clairement il n'y a pas d'opticien diplômé, il en manque cruellement, donc déjà juste opticien diplômé, c'est déjà s'assurer là-bas de passer une grosse partie de ses journées à faire des examens de vue pour renouveler les ordos ou travailler avec les généralistes ou faire des choses qui sont déjà super sympas en fait. Et déjà un opticien diplômé fait beaucoup moins de ventes que la plupart des autres qui n'ont aucune expérience en optique, qui se reconvertissent dans le milieu de la vente de lunettes en fait et qui se retrouvent vendeurs. Et donc du coup l'opticien diplômé déjà il s'élève dans la hiérarchie d'un magasin simplement en faisant beaucoup d'examens de vue. Alors imaginez avec 2 masters qui débarquent ici, on était vraiment mis sur un piédestal. Non mais en tout cas on avait un vrai rôle à jouer quoi, voilà, quoi qu'on en dise. Et donc au bout de 2 ans, c'est ça, vous décidez à retourner en France? C'est parce que vous étiez fixé cette date-là, vous personnellement, ou c'est... Ouais, là on parlera un peu plus du coup là pour le coup de la Martinique telle qu'elle est quoi. Et il y avait des conflits sociaux là sur la fin de l'année 2021 qui ont posé problème.
des manifestations sociales des Antilles, Guadeloupe, Martinique, liées à la vie chère, etc. Donc ce sont des choses qui sont extérieures à... Ouais, mais qui vous impactaient forcément. Ah oui, oui, qui ont impacté beaucoup de métropolitains et on a dû rentrer en partie à cause de ça, mais aussi parce que voilà, il y avait la famille qui nous manquait, c'était une belle expérience, mais on avait laissé les amis et la famille en métropole et on voulait les revoir, quoi. Et qu'avec le Covid en plus, c'était difficile de faire des allers-retours. Et donc voilà, c'était le moment de rentrer, des choses qu'on voulait quitter là-bas et retrouver ici, donc c'était un mélange. Du coup, tu rentres en France, tu Ouais. rentres dans ton sud-ouest, C'est ça. retrouver ta famille, tes Voilà, amis, etc. on rentre chez nous. Tes racines. Et tout de suite, tu trouves un poste à l'ISO Bordeaux, du coup. Alors ouais, alors ça c'est grâce à Quentin, du coup. Là, pour le coup, on rebondit, là on se retrouve de nouveau. Et Quentin, Comment vous avez fait 2 ans? Ouais, donc en rentrant, Quentin m'appelle et il me dit tu tombes à pic, il y a un intervenant TP qui vient de partir. Et, Je t'ai dit d'autres trucs avant quand même. On va pas parler boulot direct dès que t'es rentré. Non, oui, non, parce qu'on s'appelait quand même tous les jours, ou presque. Et non, en fait, ça tombait à pic, un intervenant TP partait, et donc je l'ai remplacé logiquement. Et donc du coup, toi du coup c'est la première fois que tu intègres l'ISO Bordeaux, alors que Quentin était là depuis un petit moment. C'est ça, j'avais aucune expérience dans l'enseignement, et ça a été super cool de finir l'année 2021-2022 avec les étudiants, du coup, que j'ai appris à connaître. Et ça t'a plu du coup l'enseignement? Ah, c'était excellent, hein. J'ai adoré, et on remet le couvert l'année prochaine. Et toi, c'est quoi ton recul du coup, aujourd'hui, d'avoir continué, t'as été jusqu'au bout? Qu'est-ce que tu en penses entre le toi qui a continué et qui a été jusqu'au bout, ou si tu t'étais arrêté avant? Est-ce que ça aurait fait une différence? Est-ce que aujourd'hui? En termes professionnels, ça t'apporte rien. Moi, j'ai pas eu l'impression que ça m'apporte quelque chose. Par contre, pendant que tu fais tes études, tu restes de fait dans ce moule en fait de l'opto et de la contacto, et tu peux pas forcément vraiment t'en éloigner en fait. Et je pense aussi que ça peut cimenter. Alors ça dépend qui, parce que moi je pense que j'étais assez convaincu après ma licence que c'est ce que je voulais faire, mais il y en a chez qui peut-être ils sont un peu hésitants, et quand ils sont dans ce truc là, alors ça peut cimenter un peu leur pratique. Il y en a, ils peuvent faire la licence, ils peuvent se dire bah tiens, c'est assez intéressant, j'aime bien, mais finalement ils arrêtent la licence, ils vont commencer à bosser en magasin, puis en fait ils oublient tout ce qu'ils ont fait, ils font plus ça. Que s'ils continuent en master, mais ça leur remet vraiment la tête dans la pratique, ils restent toujours là-dedans. Et en gros, bah, ça peut plus les pousser à continuer, quoi. Je veux dire, ouais, que en gros, que moi, ça m'a pas paru utile. J'étais un peu déçu de ce master, mais que peut-être que pour certains, ça peut l'être. Et c'est ce qu'on dit aux étudiants à l'ISO. On essaie de les pousser au maximum à ce qu'ils fassent, pas forcément le master d'Orsay d'ailleurs, mais maintenant il n'existe plus, mais avant en tout cas on les poussait pas vraiment vers Orsay, même si Orsay, écoute, ils vont pas être contents, mais c'était plus, on les poussait vraiment à continuer après la licence pour qu'ils vraiment ils peaufinent leur enseignement et qu'ils restent un pied là-dedans pour pouvoir vraiment pratiquer et se lancer après, quoi. Ceux qui étaient un peu hésitants, on les voyait. Après on voit très bien, on en a vu en licence qui étaient genre... De suite, tu sentais qu'ils étaient hyper intéressés et peu importe s'ils continuent ou pas, ils allaient pratiquer, ils allaient faire des trucs, ça se voit aussi. Mais comme nous, par exemple, voilà. Et toi, du coup, Romain, ton avis sur le master? Bah, moi je suis assez mitigé en fait, parce que je pense que c'est une sorte d'ouverture d'esprit pour celui qui veut s'intéresser à des sujets un peu nichés. Il y avait quelques cours sur la neurovision ou l'impact le lien qu'il y a entre le corps et les yeux. Ça peut être des sources d'inspiration pour une pratique un peu fonctionnelle ou de faire un lien entre des choses qui sont très scientifiques et l'optométrie fonctionnelle qui est un peu vue comme pas assez scientifique justement. Donc du coup, il y a des choses à prendre, il y a des choses à apprendre, c'est sûr, du master. Après, l'énorme regret, en fait, c'est qu'il n'y ait pas de lien avec l'hôpital et qu'il n'y ait pas de pratique concrète dans un moule plus médical. Pour une profession qui prétend quand même à beaucoup travailler avec les ophtalmologistes, bah, en fait, pendant la formation, on n'est pas du tout avec eux, sauf quand ils sont intervenants à la fac. Mais en tout cas, on ne pratique pas avec eux et je trouve que c'est un vrai problème, quoi. Tu vas dans un cabinet ophtalmologique, tu veux travailler, tu dis bah moi j'ai un bac+5, j'ai fait des diplômes universitaires en ci, en ça,
l'ophtalmo il va avoir le même regard, à mon avis, hein, Je suis d'accord. c'est moi qui le pense, et je pense que c'est partagé, que dire j'ai un master. Parce que lui, master, il s'en fout, c'est un docteur, il a fait ses années d'études, il a son bac plus 12, et puis ce qu'il verra devant lui, c'est quelqu'un qui a fait 5 ans d'études. C'est pas un master. Donc du coup, mais ça c'est pour celui qui veut travailler en cabinet. Alors, juste, je te coupe pour rebondir là-dessus. Je suis pas 100% d'accord avec ça. Enfin, je suis d'accord avec ce que tu dis par rapport au master, bac plus 5, tout ça. Qu'en fait, je suis d'accord avec le terme, il s'en fout que tu aies un master. Mais moi, je pense qu'il s'en fout même. Finalement, c'est un peu la difficulté de notre profession aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut toujours montrer plus ou moins patte blanche pour travailler dans un cabinet, par exemple, pour qu'il te fasse confiance. Et en fait, ce qui va faire la différence, moi je suis vraiment pas sûr dans notre milieu pour l'instant, que c'est notre niveau de diplôme en fait. Ça va être beaucoup plus notre pratique professionnelle. Et ça un ophtalmo, il va y avoir un mec en licence, un mec qui vient le voir et qui a une licence ou qui a 5 DU en plus. Pareil. Je sais pas, mais je suis pas sûr que ça fasse une différence monumentale, que l'expérience professionnelle par exemple, là ça va faire la différence, ça c'est sûr. Voilà. Donc on pourrait rassurer en fait ceux qui sont en master aujourd'hui, leur dire que avoir un master universitaire du système licence, master, doctorat, c'est pareil dans notre milieu que d'avoir un bac plus 5 simplement par une accumulation de diplômes. C'est ça, c'est utile. Rassurer les étudiants qui sont en master, qui ne sont pas hors CE, qui n'auront pas de bac plus 5, c'est ça que tu disais toi. Ok. Et après, pour revenir aussi sur l'utilité du master, ça a aussi une autre utilité quand même, de fait, encore une fois on y revient, mais c'est le réseau. Parce que finalement on rencontre des gens en master et ces gens-là, on va les rencontrer dans nos pratiques professionnelles plus tard en fait. Moi là par exemple, chez Presilence, on est de notre promo 5 je crois, 5 maintenant, qui travaillons là quoi en fait. Et donc on se rend compte quand même que forcément il y a des connexions qui se font et après quand tu parles à des gens, tu te rends compte que tu étais avec lui en master machin, donc forcément ça crée une espèce de réseau toujours aussi. Hein. Ouais, et en parallèle aussi, ça ouvre un peu sur l'industriel forcément de faire le master, puisqu'il y a plein de matières physiques, biochimiques, ou des choses qui sont en lien plus avec les matériaux ou tout simplement le secteur industriel. Donc, je pense pas que ça soit vraiment ça qui ouvre sur l'industriel, c'est que sur les industries, dans les labos, un master, par contre, on sait, un master ou un bac plus 5, attention, je veux dire un diplôme plus qu'une licence, les labos de lentilles, ils savent ce que ça représente en fait, qu'un ophtalmo il sait pas ce que ça représente. Alors je pense pas, moi tu vois les matières, la biochimie, on va parler de la fameuse biochimie. Je pense qu'il y a des bases qui sont pas achetées. Mais oui. Mais sur la biochimie, je suis pas sûr. Tu vois, je te suis pas sur la biochimie par rapport aux industriels. Tu vois, je suis pas sûr et certain que tu te rappelles de quel est le rôle d'une mitochondrie dans. Non, mais d'accord. Mais pour celui qui s'y intéresse et qui est passionné par ça et qui veut bosser après dans l'industrie, forcément, il a plein de choses à apprendre, quoi. Moi, oui, effectivement, c'était pas du tout mon truc. Non, mais pour les industriels, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais je pense pas que ça soit vraiment ça. C'est vraiment le diplôme en lui-même qui est reconnu. Enfin, les DU, tout ça, l'espèce d'expérience universitaire qui va être plus valorisé chez les labos parce qu'ils savent ce que c'est. Au contraire d'un ophtalmo, ce qu'on disait. Ouais. Ok, on peut s'entendre là-dessus. Je suis d'accord avec ça. Par rapport au labo, pourquoi commencer un labo? Alors après, est-ce que c'était une volonté de base? Pas forcément. Après, c'est cool de pouvoir voir un peu tout. Moi, je vois un peu notre profession. Après, c'est peut-être un peu fermé, ma vision, mais tu sais, je le vois un peu comme au début, tu commences un magasin, puis ensuite, tu peux faire du magasin tout en faisant de la pratique avancée. Hein, c'est clairement pas antinomique, ça marche. Après, tu peux aussi faire une expérience en cabinet. Après, tu peux faire aussi un peu d'expérience dans l'enseignement. Donc, ces 3 trucs-là, j'en avais fait un peu, et après, je me suis dit, il me manquait le labo. Et j'ai eu cette opportunité-là, en fait. C'est donc Presilence qui m'a proposé ça, et donc je l'ai fait. Ça m'a plu en fait rapidement. Et donc là c'était juste un congé mat, donc j'ai remplacé un petit peu pour faire du délégué commercial. Et après le temps est passé, alors j'ai continué l'ISO bien sûr, j'ai continué un peu de cabinet tout ça, et là en janvier 2021 il y a Presilence encore qui est venu, qui m'a proposé un contrat, donc cette fois au service technique. Et c'était un nouveau poste qui s'ouvrait, donc c'était hyper cool. Détaché dans la région sud-ouest, donc quart sud-ouest de la France en fait, donc tout le quart
un espèce de grand secteur, mais en fait on est mobile et le truc c'est le boulot était super cool parce qu'on faisait de l'assistance technique, donc on délocalisait de chez soi en télétravail. Et après on faisait des formations, je fais des formations en fait en cabinet, en magasin, enfin là où la demande est en fait. Et donc c'est vachement cool parce que je reste toujours dans cette espèce d'esprit de formation que j'aime bien, d'enseignement en fait un peu, et tout en étant en labo, donc tu apprends plein de trucs en fait. Forcément c'est hyper enrichissant parce que tu te spécialises par exemple avec Presilence en orthoca, c'est super bien, tu progresses vachement sur ce domaine-là quoi, donc c'est top. La contrepartie forcément, c'est en faisant ça, j'ai dû lâcher un peu l'ISO. C'était assez difficile, franchement c'était une décision qui est assez difficile parce que l'ISO j'ai passé quand même beaucoup de temps dessus, et lâcher le DU Opto du coup, parce que là je fais plus du tout le DU Opto, j'ai dû tout lâcher, c'était un peu dur, donc ça je l'ai fait parce que le poste était intéressant, et après j'ai gardé quand même les TP de Contacto, donc moi en gros à l'ISO en Contacto je m'occupe de gérer un peu le TP et de coordonner un peu toute l'année avec tous les intervenants, mais ça je le garde quand même tant que je peux avec des RTT ou quoi, enfin je me débrouille au niveau planning pro pour pouvoir garder ça, parce que je veux garder quand même un pied là-dedans parce que ça me plaît quoi. Et voilà, et donc l'expérience labo c'est une très belle chose, et c'est à faire si vous avez l'opportunité de le faire, clairement c'est hyper enrichissant et ça fait vraiment progresser. Ouais, moi j'aurais qu'on ouvre un petit chapitre cabinet. cabinet. Pour les cabinets médicaux, je trouve qu'on en fait souvent un monde en fait. Une montagne. Mais après, c'est normal, rappelle-toi, nous c'était pareil à l'époque. Ouais, on nous a beaucoup promis des belles choses en fait en cabinets médicaux, et là-dessus je voudrais vraiment mettre un bémol, parce que souvent ce que les ophtalmos demandent aux optos quand ils intègrent leur structure, c'est de faire 60, 70, 80, 90 réfractions par jour, de faire beaucoup d'OCT, de faire des tonométries, et en fait ce sont des choses en fait qui sont ultra répétitives et qui nous font régresser dans nos connaissances et dans nos pratiques. Donc, puis humainement aussi il y a des journées tu débloques. Mais ouais. Tu deviens chafouin et tu deviens presque méchant avec les gens, et notamment avec les vieux qui sont un peu plus longs parce que des fois ils voient pas bien, ou parce qu'ils sont un peu plus longs parce qu'ils sont un peu plus vieux forcément, et donc du coup tu es presque agressif avec eux parce qu'ils te font perdre du temps, et tu sais que tu vas accumuler du retard et que tu as 60 patients derrière à voir. Voilà, et donc et du coup j'en profite pour parler de ma toute dernière expérience là de recrutement, là l'entretien d'embauche que j'ai passé il y a 2 semaines, et je vais commencer un nouveau travail en cabinet à Dax. On a parlé de l'autonomie permise aux assistants médicaux en fait. Ça veut dire que je voulais absolument savoir vers quoi j'allais, et si les ophtalmos étaient aptes en fait, étaient d'accord pour me laisser des libertés d'utiliser par exemple la microscopie avant de faire une réfraction, de pouvoir faire des choses, parce que si on ne fait rien dès le début, on ne fera jamais rien après en fait. Donc il faut, alors ça ne veut pas dire qu'ils vont le respecter, je sais pas encore, je vais voir. Je tempère un peu, je pense, ce que tu dis, c'est bizarre que je dis ça moi quand même, qui tempère les choses. À savoir, il faut toujours négocier quelque chose au début. Alors une autonomie au début avec un ophtalmo, c'est clairement pas gagné d'avance en fait. Tu vas dire au gars, je vais être autonome, au début tu vas prendre beaucoup de portes, donc en fait, il y a 2 facettes. La chose dont tu parles, c'est hyper important parce que les cabinets, on en fait tout un monde, effectivement, et la plupart des postes qui sont proposés en cabinet, c'est évident, c'est ce qu'on appelle du presse-bouton en fait. C'est genre de la réfraction en 5 minutes, donc comme tu dis, on régresse totalement, mais totalement, on ne sait plus faire de réfraction, on fait que de l'autoref, on va vite, on est chafouin, etc. Ça ne veut pas forcément dire que c'est à jeter. C'est pas que c'est pas à jeter parce ça peut nous apporter quelque chose professionnellement parlant au niveau de l'expérience et tout ça, pas forcément ça, mais c'est que parfois tu peux, en ayant travaillé un peu et en ayant fait tes preuves vis-à-vis de l'ophtalmo, tu peux acquérir sa confiance en fait, et derrière en cabinet, forcément tu vois beaucoup de gens, donc il y a beaucoup de choses à faire, notamment en contacto. Tu peux très bien, quand tu travailles en cabinet et que tu fais des consultations, faire du recrutement pour de la contacto et derrière pouvoir la gérer. Donc avoir un créneau après derrière, oui, ça c'est hyper important. Est-ce que tu peux l'avoir dès le début ? Oui, c'est pas sûr. Je pense que tu dis que tu tempères, simplement juste tu approfondis le propos. Ah oui, mais on se rejoint en fait. Oui, mais non, parce que là t'as été un peu genre, enfin j'ai trouvé que c'est pas que t'étais. Oui, non, mais bien sûr. T'as dit genre. Il faudra que je fasse mes preuves avant. Oui, non, mais voilà, parce que là on aurait dit presque que t'avais négocié avec le gars en disant moi je vais être autonome.
Ah oui. Et clairement, c'est pas ce qui va se passer. Non. C'est pas ce qui va se passer. Donc c'est pour ça, être autonome, quand je dis je tempère, c'est que oui, je suis complètement d'accord avec toi. Mais c'est vrai qu'arriver avec tes grands sabots en disant ok, alors on va faire ça, mais moi je vais être autonome et je vais avoir cette journée-là, bah forcément, alors tu peux très bien tenter le truc, alors faut y aller mollo, mais faut y aller mollo tout en étant sûr de soi, hein, bien sûr. Mais je veux dire, tu peux pas direct arriver en disant je veux de l'autonomie immédiatement. Ça peut arriver des fois, c'est top quand c'est comme ça, mais souvent c'est pas le cas, il faut que tu fasses tes preuves. Et une fois que tu as fait tes preuves, par contre, tu peux développer des trucs super cool en cabinet. Mais il faut pas se faire non plus des espoirs énormes des cabinets. Donc... Si je tempère un petit peu ce que vous avez dit tous les deux, moi je suis d'accord avec ce que vous dites, et peut-être qu'il faut aussi savoir tâter le terrain, de voir si l'ophtalmo est ouvert ou pas. Exactement. Et si on voit qu'il n'est pas ouvert, ne pas hésiter à quand même y aller, tout en gardant soi-même son objectif. Par exemple, bah tiens, moi j'ai quand même envie de faire de la contacto même s'il est contre, bah, je vais faire mes preuves, je verrai, etc. Et en fait, tu peux faire ça, et après, en fait, si le mec il est fermé après 6 mois ou 5 mois, mais tu te barres en fait, t'es pas marié avec lui. Et si tu vois qu'il est fermé et qu'il est qui dit non, je veux pas que tu fasses ça, je veux que tu continues à faire du presse-bouton, et ben ciao, ça part en fait. C'est pas grave, ça m'intéresse pas de faire ça. Et ils le savent très bien. Moi, avant de bosser chez Pressilène, en même temps, j'ai été contacté par un Point Vision. Et c'était une orthoptiste qui m'avait appelé, qui se chargeait du recrutement, qui était très sympa. Et je discute avec elle, et elle me dit ça t'intéresse de venir bosser pour Point Vision, machin. Déjà, j'étais là, ouais, ça dépend et tout. Et après, elle me dit tu pourrais faire ça, machin, ça, enfin, ces pratiques-là. Et je dis, ouais, alors moi, en fait, c'est simple, c'est elle qui m'appelle, donc du coup, je suis un peu en position de force, et je dis, moi, ce que je veux bien venir, mais par contre, il faut, du coup, là, je suis un peu arrivé avec mes grands sabots en disant, moi, je veux faire, si je fais de la consultation, je veux bien en faire un petit peu, par contre, je veux, derrière, faire beaucoup de contacto aussi, développer la contacto dans le centre, etc., etc. Et elle me dit, l'orthoptiste, donc les ophtalmos c'est pareil, ça, elle me dit bah oui, je comprends très bien que toi tu sais faire de la contacto, tu veux pas faire du presse-bouton, tu veux pas faire de 60 patients par jour, mais ils le savent très bien, sauf qu'ils sont très contents d'avoir de la petite main en fait. Donc c'est bien de le faire un peu pour faire tes preuves. Si jamais tu vois que malgré ton boulot que tu fais bien, ça bouge pas, tu dégages, puis c'est pas grave. Et tu vas dans un autre cabinet ou tu vas dans un autre magasin ou tu vas faire autre chose, j'en sais rien. Mais il faut pas se fermer complètement le truc non plus quoi. Et c'est ça qui est bien aussi de se dire, je pense, c'est que la première expérience en cabinet ne représente pas tous les cabinets comme pour les magasins, quoi. C'est pas parce que quelque part on va faire du presse-bouton que jamais on aura un cabinet. Tous les cabinets font pas faire liberté, ça. Voilà. Exactement, c'est ça. Et ça, je pense que c'est bien aussi de se le dire que voilà, un cabinet, un ophta, surtout un ophta n'est pas représentatif de ce qui peut se passer ailleurs, quoi. Bah oui, c'est sûr. Et ça, on se le dit pas forcément quand c'est sa première expérience. Voilà, moi je pense qu'il faut pas se dire que la contactologie en magasin c'est nul, parce que je crois que c'est faux. À partir du moment où elle est bien faite, où elle est bien établie dans un magasin qui a l'habitude de pratiquer et qui a une expérience en contactologie, je pense que c'est, moi de mon point de vue, de mon expérience, c'était la pratique la plus sympa qui est en fait, puisqu'on prenait vraiment le temps d'établir une super relation avec le patient-client. Un cabinet qui travaille de façon rodée en contactologie va faire du très bon boulot aussi, puisqu'il y a un vrai temps qui est accordé aux patients. Mais dans un magasin aussi. Et c'est ça que je veux dire, c'est que dans un magasin qui est rodé aussi en contactologie, qui a l'habitude d'avoir une pratique en contactologie, va aussi faire du très bon boulot. Ah, ça c'est sûr. Et il y a pas mal de magasins spécialisés avec des opticiens optométristes qui sont diplômés, une licence, master, on s'en fout, mais qui pratiquent de la contactologie noble et qui font des choses cool. Ah, c'est évident. Et voilà, et donc et en cabinet on peut se retrouver à faire de la contactologie pourrie parce qu'il y a un ophtalmo qui n'écoute pas, parce qu'il y a il y a pas assez de lentilles d'essai, qu'on ne sait pas où on est et qu'on n'a pas le temps. Ah oui, c'est clair que c'est pas parce que tu fais de la contacto en cabinet que tu la fais mieux que ce qu'on fait en magasin. Voilà, c'est pour ça que ça fait partie de toutes ces raisons pour lesquelles travailler en cabinet, ok, c'est bien, mais c'est pas une fin en soi. Ouais. Voilà. Ça peut être très intéressant, mais il faut mettre en place des trucs. Et puis, Le côté intéressant du cabinet, c'est aussi l'aspect pathologie, aussi, avec des pathologies à droite à gauche, où encore il faut arriver à avoir un ophtalmo qui soit
Qui prennent le temps de t'expliquer un peu les trucs. Et qui t'explique, qui dit tiens, voilà, ça, c'est ça, voilà, qu'est-ce que t'en penses, etc. Qui veut te former un peu sur ça, c'est top du top. Si 5 minutes par jour, tu arrives à avoir des informations, ben c'est 5 minutes où tu as appris un truc pendant la journée, tu rentres chez toi, tu te dis tiens, j'ai appris un truc aujourd'hui. Ça, c'est cool. Bah, ça c'est cool, et puis comme je disais, le fait que quand tu es en cabinet, tu n'as pas les freins, c'est un peu l'avantage aussi que tu es en magasin quand même, que tu n'as que contre le magasin, c'est que quand tu proposes quelque chose, souvent quand même en cabinet ils sont un peu moins chiants. Là je te rejoins, et c'est quand même vachement facile. Enfin, moi encore plus si une blouse. À la fin du... Voilà, tu as une blouse, machin, bon, ça c'est un truc psychologique, tu as la blouse blanche qui dit oh, le mec il s'y connaît, alors qu'un mec en costard, vrai. Après moi c'est vrai que je suis un peu d'accord avec ça, un mec qui est en costard cravate qui te reçoit, ça m'énerve. Donc forcément, peut-être un mec en blouse, je suis pas sûr que ça soit mieux. Nous c'est des chaussures pointues, voilà, c'est l'enfer. Costard cravate, chaussures pointues. Mais bon, c'est pour déconner évidemment, mais c'est vrai que t'as pas ces freins-là, et si t'arrives à mettre en place le truc. Non, je trouve qu'on devrait pas déconner sur ce sujet-là, que travailler en costard cravate, chaussures pointues dans un magasin d'optique. Je suis d'accord. C'est un sujet, et c'est une ineptie pour moi. Donc du coup, aujourd'hui, dans le cadre de ton travail avec Présilence, c'est vrai que tu es passé un petit peu de l'autre côté, c'est-à-dire que c'est toi qui vas vers les opticiens en magasin, en cabinet, tu vas voir les ophtalmos, etc. Qu'est-ce que tu en retires de cette expérience ? C'est hyper important, pour revenir encore à ce qu'on disait par rapport au réseau, entre autres, d'être au contact de ces gens-là, de tous les professionnels du secteur, c'est hyper important. D'autant plus qu'avec Présilence, alors déjà les commerciaux vont voir que les gens qui adaptent, mais moi je vais encore voir les gens qui adaptent et qui ont besoin de formation ou qui ont besoin de se spécialiser. Donc vraiment c'est trop cool, parce qu'on voit vraiment que des mecs qui mettent les mains dans la contacto, quoi. On va pas vraiment voir des débutants ou quoi, ou alors au moins si c'est des débutants, c'est des gens qui veulent se lancer. Donc ça c'est super, parce que du coup on s'intéresse aux gens, on fait la connaissance de personnes, et puis en plus de ça on entretient notre réseau, quoi. Merci beaucoup à tous les deux pour votre retour, votre partage d'expérience sur vos formations, toutes les expériences pro que vous avez pu avoir. Je pense que ça peut être très très intéressant, que ce soit des personnes qui se tâtent à se lancer dans le BTS, ou des personnes qui sont en plein milieu de ces études, en licence, en master, et qui se demandent pourquoi continuer, etc. Je pense que vous êtes très inspirants. Alors ça, si on nous avait dit ça il y a 4-5 ans quand même, c'est assez extraordinaire. Je pense que vos parcours peuvent être témoins de ce à quoi on peut accéder, et du coup je pense que ça peut être très intéressant. Écoute, si on peut servir à ça, avec plaisir. Et donc maintenant, vous, aujourd'hui, là où vous en êtes, avec le petit recul que vous commencez à avoir sur tout ce que vous avez fait, est-ce que vous avez des projets pour la suite ? Est-ce que vous avez des envies d'approfondir certains domaines de l'optique ? On a un petit projet qui est plus ou moins en cours, mais enfin, clairement, il est très 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 loin de voir le jour, mais c'est juste une espèce d'idée qu'on a tous les deux, dont on avait parlé, c'était d'essayer de développer la contacto, mais en libéral en fait, donc comme on disait, mais de faire un espèce de truc un peu structuré. Sous forme d'une société. C'est ça. Puisque le libéral, du coup, par définition, il n'y a pas de société. C'était faire ce qu'on faisait, mais en mieux. Donc en fait, on voudrait développer la contacto, tout en gardant cette espèce de fonctionnement libéral qu'on avait tous les deux, mais donc sous forme d'une société, en fait, enfin plus ou moins une petite société, dans laquelle on irait... déjà, c'est tout un travail de démarchage d'ophtalmo dans un secteur précis, en fait, et après, aller faire des vacations, en fait, dans différents cabinets. Mais pour harmoniser la pratique et qu'elle soit la même dans le plus de cabinets possible, en fait. Ça veut dire avoir une sorte de savoir-faire propre à notre système, et de le propager. Quand tu veux dire que ça soit la même qualité de service partout, c'est vrai que ça fait très très label. Moi je veux faire un label, faire une franchise, et qu'on ait, que la contactologie demain ce soit nous. Non mais ouais, en fait c'est juste pour parce créer on n'a pas encore un truc complètement abouti. Mais en fait l'objectif, en fait, si on parle même, voilà, c'est même pas abouti complètement, donc en fait c'est vraiment un truc, un embryon, quoi. C'est essayer de créer une espèce de petite structure, mais finalement ça va être une structure que tous les deux, hein. Donc, avoir un rayon d'action avec plusieurs cabinets qui nous font confiance, pour lesquels on peut aller faire de la contacto sans parler de label ou quoi. C'est vraiment un truc à notre échelle, en fait, hein. Pouvoir travailler comme ça en libéral, aller faire des missions une matinée là, puis une autre une après-midi là, etc. Faire une espèce d'organisation et se répartir les tâches, en fait, à deux,
pour pouvoir faire ça en fait. Et c'est faisable parce qu'il y a déjà des optométristes en France qui font déjà ce principe-là. Donc nous, ce qu'on voudrait faire, c'est essayer de la mettre noir sur blanc, en fait, cette structure. Et de faire quelque chose de concret et que les ophtalmologistes disent entre eux, bah tiens, moi j'ai un intervenant de telle société, peut-être qu'il peut aussi passer chez toi. Ok. Si on arrive à le faire déjà pour quelques ophtalmos, bah pourquoi pas pour plus d'ophtalmos si on y met le cœur à l'ouvrage. Mais du coup, l'objectif, c'est que ça, ce soit pour vous deux, ou que du coup, vous incluiez... Au début, ça va être pour nous deux. Déjà, au début, si on arrive à le faire pour chacun d'entre nous, l'objectif sera atteint. Si derrière, on peut faire un truc encore plus gros avec d'autres personnes, dans l'idée, oui, pourquoi pas. Si on peut être 50 sur le coup, ça va aussi. Ah, mais ça va très bien, il n'y a pas de problème. C'est juste que déjà, il faut raisonner à notre échelle. Si déjà on arrive à le faire tous les deux, ça sera très bien. Parce qu'en plus, voilà, on veut faire de la contacto. Puis dans l'idée, ça serait bien qu'on soit un peu polyvalent. On pourrait faire aussi presque de la formation, des choses comme ça, quoi. Parce qu'on a vu qu'on a un peu une expérience de formateur. Votre société, Quentin et Romain, quoi. Un peu. C'est un peu ça. C'est ça. Ça s'appellerait pas Quentin et Romain, mais ça. QR. C'est ça. Non, presque. Mais c'est un super projet en tout cas. Bon, en plus, ça veut dire que tu bosses pour toi. Du coup. C'est vrai. Bosser en libéral, c'est ça. C'est quand même l'objectif. Puis même si, comme vous dites, vous le faisiez déjà, vous aviez eu l'occasion de le faire, il y en a d'autres qui le font, etc. Si vous arrivez à faire un projet vraiment carré, reconnu, etc. Et puis ça peut permettre un peu plus d'ouverture, peut-être pour les autres optos. Ah oui, après, c'est vrai que ce prisme-là, nous on l'avait pas vraiment. C'est vrai que quand on t'en parle, oui. Effectivement, si jamais il y a quelqu'un qui arrive à faire ça, démocratiser ça, c'est sûr que ça serait bien. Après, on n'a pas la prétention de faire avancer, de créer une nouvelle profession. On va pas dire grâce à nous, on va réussir à faire. L'opto va avancer, ça va être reconnu, etc. Non. Alors, dernière question de ce podcast. S'il y a quelqu'un que vous aimeriez entendre à ce micro, ce serait qui ? Toi, Romain, par exemple. Alors moi, je te verrais bien inviter Benoît Pelatan. Je l'invite lui aussi à venir exposer son évolution de carrière et ses opinions concernant notre métier. Ok, et toi Quentin ? Je suis d'accord avec Benoît, c'est cool. Et moi j'aurais dit Paul Dupère, qui était c'est un copain de nous, enfin un pote à nous, qui était en master avec nous, qui est top et qui a donc créé avec sa compagne une lampe Pollux, donc il va lancer ça d'ailleurs incessamment sous peu. Je crois que c'est lancé là, peut-être c'est là, enfin bref, je sais pas quand est-ce qu'il sera publié le podcast, mais il sera peut-être lancé. Donc lui, je pense aussi qu'il a plein de choses à dire. C'est quelqu'un qui est hyper intéressant, qui a aussi qui fait plein de choses. Qui a fait du magasin mais qui fait plein de trucs, donc je pense que ça serait très intéressant. Ouais, t'es le meilleur, Paul. Je pense que ça serait vraiment intéressant d'avoir ça. Donc je pense avec Benoît et Paul, en plus voilà, c'est deux du sud-ouest, quoi. Sud-ouest représente RPZ, quoi, avec un petit accent, c'est quand même pas mal. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi. Merci, c'était très sympa. Ouais, c'était c'est un cool. truc Et sympa puis à faire. Très bonne idée de parler de ça, si jamais il y a des gens qui peuvent écouter ça et qui peuvent être, comme tu dis, être inspirés de certains parcours. Non, mais en tout cas, si ça peut répondre à quelques questions que se posent des jeunes optos qui veulent, c'est cool. Carrément, et qu'ils n'aient pas peur, que personne n'ait peur de se lancer et tout ça, ça peut être cool. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Inès. Vous venez de rencontrer Quentin et Romain. Tous les deux sont passés par la même formation d'opto, mais ont eu 2 parcours assez différents. Comme quoi, il existe autant de parcours que chacun d'entre nous, et je pense qu'il est important de savoir s'écouter, savoir ce que l'on veut et tracer son propre chemin. N'ayez pas peur de vos moments de doute, si vous en avez. Prenez ces moments pour vous poser et vous ouvrir aux opportunités qui se présentent. J'espère en tout cas que ce podcast pourra faire partie de votre cheminement. À dimanche prochain.